Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, tu connais. Merci infiniment pour tous vos retours positifs concernant mon nouveau décor, il vous a plu, Dieu merci. J'ai essayé de voir qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et Dieu merci, il vous a plu, je suis ravie, merci infiniment pour vos retours. Sur ce, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires assez longues. J'ai eu des commentaires qui disent pourquoi Cam tu ne fais plus 4 histoires, maintenant 3, parce que celles que je vous sélectionne, elles sont vraiment longues pour la plupart. Donc si j'en fais une 4e, la vidéo durera vraiment beaucoup trop longtemps et je pense que mon monteur me tuera. Merci encore une fois d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé vos histoires sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. N'hésitez pas, elle est également en barre d'infos si vous souhaitez m'envoyer vos témoignages paranormaux. Sur ce mes petites pépites, mettez-vous dans une ambiance un petit peu voilà, dans le noir, etc. Petite lumière tamisée pour les plus courageux d'entre vous, ou alors écoutez-moi dans votre voiture le lundi matin quand vous partez au boulot ou alors quand vous mangez à la pause du midi. Je connais mes petites pépites, les moins téméraires d'entre nous, hein, je vous connais aussi. Sur ce mes pépites, ne perdons pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Darkasta, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je suis une fille, j'ai 21 ans et je vis à Paris. Je vais te raconter mon histoire qui a débuté bien avant ma naissance ou encore celle de ma mère qui ne connaît toujours pas de fin. Avant de commencer, il faut savoir que je suis de confession musulmane et malgré cela, je n'ai jamais réellement cru au paranormal. J'ai grandi dans une famille très croyante et pratiquante. Je suis très proche de ma mère, elle m'a toujours couvée plus que mes frères, de par la nature fusionnelle de notre relation. Je ne jure que par elle, c'est ma raison de vivre. Mon père, quant à lui, c'est la figure d'autorité du foyer et depuis toute jeune, je n'ai jamais réellement eu de lien avec cet homme. Je me sentais, et c'est toujours le cas, mal à l'aise en sa présence. Presque apeurée. De nature réservée, observatrice et très calme, j'ai toujours eu du mal à créer des liens sociaux. J'ai toujours été passionnée par l'observation du comportement humain. J'aimais constater les réactions des gens en fonction des situations qui pouvaient se présenter. J'en arrivais parfois à les créer moi-même pour lire les expressions des individus. L'année dernière, pour pouvoir suivre mes études, j'ai dû quitter le domicile familial. En réalité, je ne l'avais pas quitté pour mes études, mais pour m'éloigner de ma famille. Malgré le lien exceptionnel que j'ai avec ma mère, j'ai passé les dernières années de ma vie à entrer en contact avec elle. J'ai nourri un sentiment de rage et de haine envers mes parents, et c'est ce qui m'a décidé à quitter le foyer aussi jeune pour les gens de ma culture. Je vivais dans un petit studio, seul, dans le sud de la France. Je me sentais ni bien ni mal dans ce lieu. Je vivais en colocation, mais pas avec des personnes, non, avec des djinns. Je savais qu'il s'agissait d'une famille avec des petites filles, une adolescente et leur père. Je les entendais vivre la nuit. Il y avait souvent des bruits de douche, d'interrupteurs, de gazinières, des bruits de pas au plafond alors que je vivais au dernier étage. L'odeur de pourriture englobait souvent la pièce, bien que je sois maniaque. Ils ne m'ont jamais vraiment posé problème. C'était comme si j'ai toujours vécu avec des djinns, mais je ne m'en souciais pas. Il m'arrivait de leur parler, leur demander de faire moins de bruit quand je dormais. J'ai réalisé que je m'étais habituée à eux, que lorsque ma mère, ayant passé un jour chez moi, m'a dit qu'elle se sentait mal ici. Je me sentais toujours observée ou suivie. Je savais que le père me suivait partout où j'allais. Décidant de me rapprocher de ma foi, puisque je l'avais mise de côté pour des raisons obscures, j'ai commencé à lire le Coran et l'écouter sur YouTube. À ce moment-là, je ne les sentais plus du tout. Les mois passent et je retourne vivre quelques mois chez mes parents avant qu'ils ne déménagent et me laissent l'appartement pour moi toute seule. Pendant cette période, je me sentais triste, seule. Je m'éloignais à nouveau de ma foi et pire encore, je tournais le dos à mon Dieu. Je déprimais totalement. Pendant ce temps-là, ma mère avait très vite compris ce qu'il m'arrivait. Elle me voyait me maquiller le soir et surtout refusait catégoriquement de prier ou écouter le Coran. Elle décide alors de me faire une ruqya. Ruqya, pour les pépites qui suivent les threads d'horreur, vous savez ce que c'est maintenant, c'est un exorcisme. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais elle est partie voir une femme qui fait de la ruqya. Elle avait peur du shirk, mais lorsqu'elle a vu que cette femme guérissait des femmes seulement à l'aide du Coran et des invocations au nom d'Allah, elle lui fit confiance.
Lorsque ma mère a montré ma photo à cette femme, elle lui révéla que j'étais en dépression aiguë et que les idées noires qui me hantaient allaient finir par me tuer si l'on ne faisait rien. Il faut savoir que cette femme était capable de faire parler ma tante possédée ou encore de ressentir les maux de nos corps rien qu'en nous regardant. Les ruqya m'aidaient à aller mieux sans que je ne le sache. Mais je retombais très vite dans la déprime. Il a fallu plusieurs séances pour pouvoir avoir le dénouement de cette histoire. On a découvert que notre famille a été maudite il y a plus de 4 générations maintenant. Un sort nous a été lancé à l'encontre de ma grand-mère maternelle décédée. Ce sort a conduit notre famille à la dérive. Mes tantes et ma mère étaient mal en point. Arthrose, maladie inexpliquée comme perte de cheveux en masse, mais ce n'est ni de l'alopécie ni un cancer. Nous avions consulté tous les médecins du pays, mais personne n'était capable de nous dire ce qui n'allait pas chez nous. Le plus effrayant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un sort mais 3. L'un concernait ma grand-mère, un autre concernant une de mes tantes, quelqu'un avait souhaité qu'elle n'ait pas d'enfant avant ses 70 ans, et un troisième qui nous maudissait toutes. Un jour, ma mère décide de venir passer quelques jours chez moi. Elle me fait assister à distance à une de ses séances de ruqya. J'étais prise d'une envie de pleurer, mais je savais que ça ne venait pas de moi. Ma tante possédée s'est emparée du téléphone et son djinn qui l'a possédé a déclaré que j'étais haïe par la famille de mon père. Cette révélation ne m'a pas surprise, car je l'ai toujours su au fond de moi. C'est alors au cours de cette séance, lorsque la voyante récitait le Coran et purifiait nos âmes, je me suis mise à tout comprendre. Je me voyais comme si c'était des souvenirs des endroits où les sorts ont été déposés. Je me souvenais par qui et pourquoi. À la fin de la séance, la voyante m'adressa quelques paroles. Elle me disait que j'étais une Zuriya, un genre d'individu très recherché dans le monde de la sorcellerie, car notre sang est facilement possédable et les pratiques de sorcellerie demandent souvent le sacrifice de ces gens-là pour les djinns. C'est un terme qui signifie que je suis dans un sens comme elle, que je suis très réceptive et que je dois absolument me protéger au travers de ma foi. Elle me posait des questions du genre « Tu sais qui te veut du mal ? Tu sais qui veut du mal à ta sœur, tu lui dis toujours de s'en éloigner. » Et je comprenais tout de suite de quoi elle me parlait. Et je savais que nous étions également maudites. Je le savais, parce qu'une femme habillée en noir me prévenait dans mon sommeil. Cette femme, je ne la connaissais pas. J'ai aussi pris conscience que mes idées noires me venaient d'un djinn amoureux, qui m'habite encore en ce moment. Je le combats par la force du Coran, mais étant seule et démotivée, il arrive que les batailles soient dures à remporter. C'est donc la raison qui me pousse à te raconter mon histoire. J'aimerais savoir si des gens sont dans ma situation et s'ils ont finalement réussi à se débarrasser de cette espèce de pouvoir, ou je ne sais comment l'appeler. Parce que dès que l'on m'a ouvert les yeux sur cette situation, je n'arrive plus à passer outre ces immondices qui partagent mon quotidien et s'en donnent à cœur joie. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci à toi, ma pépite, d'avoir pris le temps de m'écrire. Alors, je connais les enfants Zouri. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo YouTube. À chaque fois, tu dis ça, Cam, tu fais jamais de vidéo YouTube. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, je tiens vraiment à en faire une. D'ailleurs, je vais la noter. Les enfants Zouri, ce sont des enfants très très recherchés justement pour la sorcellerie parce que ce sont des enfants rares. Ils ont des particularités physiques que tout le monde n'a pas. Et donc, c'est ça ce qui les différencie. Et apparemment, ils ont des dons. Mais je vais vous en faire une vidéo YouTube beaucoup plus complète à ce sujet sur les enfants Zouri parce que je trouve que c'est hyper important d'en parler. Et donc toi, apparemment, tu es justement une Zuriya, donc tu es très recherchée pour la sorcellerie. Il faut que tu fasses très attention. Je pense c'est ce qui explique pourquoi tu vivais avec ces djinns dans ton nouvel appartement et que ça ne t'a pas forcément dérangé parce que tu as l'habitude d'entendre des choses, tu as l'habitude de voir des choses, etc. etc. Donc pour toi c'est normal. Et quand ta maman justement est venue te voir, elle par contre c'était absolument pas normal, elle se sentait très mal. Merci infiniment pour ton histoire. Du coup, n'hésitez pas, mes pépites, à répondre à cette fille si y a des gens qui sont dans ce cas-là, si y a des gens à qui l'histoire de cette pépite a parlé, ça a résonné dans vos oreilles. N'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à vous en sortir. Comment vous avez fait, etc., etc. Je vois que toi, malgré les ruqyas, ça ne part pas. Il y a toujours les djinns qui sont avec toi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette histoire. Et sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou
Welcome, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et j'habite en Corse. L'histoire que je vais te raconter est un peu longue et elle s'est déroulée lorsque j'avais 14 ans. Avec ma famille, nous habitions dans un vieux immeuble HLM à l'époque, détail à retenir. C'était un vendredi soir, comme nous n'avions pas école le lendemain, ma mère nous avait autorisé à veiller un peu le soir. Mes deux petits frères regardaient un match de catch à la télévision et ma petite sœur, ma mère et moi-même, nous étions en train de jouer aux cartes dans la même pièce qu'eux. À un moment, ma mère me demande d'aller chercher de l'eau dans la cuisine. J'y vais, mais en râlant un petit peu, je l'avoue. La cuisine se trouvait en face du salon, mais il y avait le hall d'entrée à traverser. Je me rends dans la cuisine, je prends la bouteille d'eau, et en repassant dans le hall, j'ai comme un frisson qui me parcourt tout le dos. Je me retourne, et là je vois une petite fille, portant une robe à fleurs, me fixer. J'ai été prise de panique et je suis retournée dans le salon en hurlant, et j'ai expliqué à ma mère ce qu'il venait de se passer. Ma mère étant une femme très terre-à-terre, ne m'a pas cru. Je me souvenais même que l'un de mes frères s'amusait à m'imiter pour se moquer de moi. Bien évidemment, le soir, j'ai refusé de dormir dans mon lit toute seule malgré le fait que je dormais dans la même chambre que ma petite sœur. Cette soirée m'avait tellement traumatisée que j'ai dormi pendant 2 semaines avec ma mère et durant ce laps de temps, il m'est arrivé de me réveiller la nuit en entendant des bruits de pas dans l'appartement. Ma mère au début pensait que ces bruits venaient certainement des voisins du dessus, donc elle leur a demandé. Mais non, ce n'était pas eux. Elle a aussi pensé au fait que l'un de mes frères était somnambule, mais à chaque fois qu'elle allait vérifier, mon frère dormait paisiblement. C'est à ce moment-là que j'ai vu que ma mère commençait légèrement à me prendre au sérieux, mais sans trop me le montrer non plus. Tant bien que mal, je finis par faire abstraction de cette histoire et je retourne finalement dormir dans mon lit au bout de ces 2 semaines. Le temps passe et plus rien, donc j'oublie complètement cette soirée, jusqu'à ces fameuses nuits. Comme à mon habitude, je vais me coucher et m'endors assez vite, mais là le cauchemar commence. Dans ce cauchemar, je voyais la même petite fille qui se tenait dans l'encadrement de la porte de ma chambre. J'en parle le lendemain à ma mère, mais celle-ci m'assure que ce n'est que mon imagination. La deuxième nuit, encore un cauchemar, mais dans celui-ci, la petite fille se trouvait au pied de mon lit. Troisième nuit, encore un cauchemar, mais cette fois-ci, elle se trouvait assise sur mon lit. Et le 4e cauchemar a été pour moi le pire. La petite fille se trouvait au-dessus de moi, à quelques centimètres de mon visage, et me hurlait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Tu vas certainement penser à des paralysies du sommeil, mais non, je me réveillais en sursaut après chaque cauchemar. Ma mère a toujours pensé que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours, mais j'avais le sentiment qu'elle disait ça juste pour ne pas me faire paniquer. Jusqu'au jour où nous avons eu des réponses à tous ces événements. 2 ans après cette histoire, je suis partie 1 an en famille d'accueil dans un village à 1h30 de chez moi. Je me trouve dans cette famille très sympathique, tout se passait bien et un soir après le repas, la dame qui m'accueillait me parle un peu de son enfance. Et là, accroche-toi bien. D'abord, elle me dit qu'elle a grandi dans le même appartement qu'occupe ma famille actuellement. Je me dis coïncidence de fou. Ensuite, elle me raconte que dans l'appartement qui se trouve sur le même palier que celui de ma mère, habitait à l'époque, c'était il y a environ 45 ans, une mère célibataire avec sa petite fille. Elle me dit ensuite que cette même petite fille, un jour, est tombée gravement malade et qu'un soir, elle s'est endormie, mais elle ne s'est jamais réveillée malheureusement. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que c'était elle qui était venue me voir. J'ai compris qu'elle n'était pas méchante, mais que certainement elle n'arrivait pas à se faire comprendre et je n'ai plus eu peur d'elle désormais. Avec ma mère, on a ensuite compris autre chose. Un couple avait récemment emménagé dans ce fameux appartement. Ils avaient une petite fille qui avait le même âge que ma petite sœur, c'est-à-dire 8 ans. Et elle venait souvent jouer chez lui. Mais dès que sa mère venait la chercher, elle tapait systématiquement des crises de nerfs en hurlant que sa maison lui faisait peur et qu'elle ne voulait pas partir d'ici. On s'est certainement dit qu'elle devait vivre la même chose que moi et que c'est pour cela qu'elle ne voulait pas retourner chez elle. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle ne devait pas avoir peur sans non plus entrer dans les détails, mais ils ont déménagé quelques mois après. Merci beaucoup Laura d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Moi personnellement ça m'a fait trop flipper là. Les 4 cauchemars que tu as enchaînés. À un moment elle est dans l'encadrement de la porte, ensuite au pied de ton lit, ensuite assise sur ton lit, ensuite sur toi. Frère, c'est pour me tuer ces détails là ou c'est comment? J'ai vraiment imaginé et j'ai vraiment eu peur. Mais merci beaucoup pour ton histoire. Alors ça veut dire qu'en fait il n'y a pas que toi qui
qui voit en fait. Moi je pense que cette fille se montre aux enfants. On dit souvent que les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. Et c'est possible que cette petite fille du coup se montre qu'aux enfants. N'hésitez pas mes pépites à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, nous pouvons tout de suite passer à la dernière histoire. Darkasta, Darkasta, raconte-nous une histoire. Assalamu alaikum Kam, alaikum salam. Je m'appelle Kat, j'ai 33 ans et je vis près de Montréal au Québec. J'ai vécu beaucoup trop d'histoires paranormales, mais celle-ci est la plus effrayante et celle qui a duré le plus longtemps. Vers l'âge de 12 ans, avec des copines, nous avions décidé de faire des petits rituels de magie innocemment. Chose à ne jamais faire mes pépites s'il vous plaît. Le rituel consistait à se mettre dans le noir, allumer une bougie et se placer en cercle autour en joignant nos mains. Il fallait ensuite appeler une entité par son nom 3 fois. Une fois que nous avions invoqué l'entité, nous devions lui poser des questions. Si la flamme vacillait et était à la limite de s'éteindre, cela devait dire non. Et si au contraire la flamme s'allongeait et montait, ça voulait dire oui. Nous étions toutes sceptiques, bien que depuis toute petite je ressentais des présences, mais je ne croyais pas que cela fonctionnerait. Je ne croyais absolument pas à la magie. Et wallah que je me trompais, si seulement j'avais su. J'habitais à ce moment-là une maison de type split level avec 4 paliers. Nous avions un sous-sol où nous avions une salle familiale plutôt chouette. Nous étions chez moi un samedi soir et nous avions une soirée pyjama organisée. Nous étions 3 copines. On était dans le sous-sol et mes parents au premier palier. Ils croyaient que nous regardions des films tranquillement. Nous avons décidé d'invoquer la fameuse entité avec une chandelle blanche. Nous l'avons appelée et nous avons commencé à lui poser des questions. Du genre, est-ce que le garçon que j'aime m'aime bien lui aussi ? Est-ce que je vais réussir cet examen ? Bref, tu vois le genre, des petites questions innocentes de fillettes de 12 ans. Pas trop de réaction au niveau de la chandelle, rien ne bougeait et nous nous sommes mis à rigoler. Comme il ne se passait rien, mon amie a proposé qu'on refasse le rituel avec une chandelle noire. Selon elle, nous allions faire de la magie noire. On a donc allumé la chandelle noire et invoqué l'entité à nouveau. Puis, l'atmosphère a changé drastiquement. Il s'est mis à faire assez froid, l'ambiance est devenue lourde, la noirceur autour de nous s'épaississait. Quand nous posions des questions, la chandelle était très réactive. Je n'ai jamais vu une flamme de chandelle monter aussi haut et devenir aussi longue et fine avant ce moment-là. Elle sautillait littéralement. Il n'y avait aucun courant d'air, les fenêtres étaient toutes fermées. Il n'y avait aucune raison pour que la flamme monte aussi haut et descende aussi bas. Nous avons pris peur et nous avons mis fin au rituel. Nous sommes remontés à l'étage par la suite et nous avons dormi comme si de rien n'était. C'est dans les semaines, mois, années suivantes que ça s'est gâté. J'aimais beaucoup passer du temps dans le sous-sol. Comme nous avions la salle familiale, nous avions une pièce cinéma, beaucoup de films, un énorme canapé hyper confortable. Donc j'y passais mes soirées au retour de l'école. Mais suite à ce rituel, à chaque fois que j'étais seule dans le sous-sol, je ressentais une présence qui m'observait. Je sentais une présence dans la salle. Plus le temps passait, plus sa présence était forte. Au fil des mois, je ressentais que la température autour baissait subitement en même temps que l'entité me manifestait sa présence. Je me souviendrai toujours, un après-midi, où je revenais de l'école, j'étais seule à la maison. Je suis allée m'installer au sous-sol comme à l'habitude. Aussitôt assise, j'ai ressenti un énorme frisson me parcourir tout le corps. J'ai entendu un soupir long, hyper creepy, et j'ai senti comme la pointe d'ongles très longs me caresser le derrière de la tête et la nuque. Ni une ni deux, j'ai hurlé et je suis remontée au premier palier, où j'ai pris le téléphone pour appeler ma mère, qui était au travail. Je suis sortie pour l'attendre sur le balcon. Hors de question de rester seule dans cette maison une seconde de plus. Ma mère savait que j'étais sensible aux entités et que j'en avais peur, mais elle a essayé de me rassurer en me disant que c'était sûrement mon imagination. Quelques mois plus tard, elle m'a offert un pendentif avec un pentagone, semblable à la photo. J'avais adopté un style gothique et elle savait que j'aimais bien ça. L'info sera aussi utile plus tard. Vers l'âge de 15 ans, un soir, vers 23h, j'étais sur mon lit avec mon chat en train de lire un livre tranquillement. Mes parents dormaient dans leur chambre juste à côté. Soudainement, j'ai entendu des pleurs de bébé dans la maison. Mon chat aussi visiblement. Elle était terrorisée, les oreilles écarquillées, les yeux grands ouverts et elle restait couchée sur le lit. Les pleurs étaient hyper forts, des pleurs non pas d'un bébé naissant mais d'un bébé plus vieux et les pleurs venaient du sous-sol.
J'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai réveillé ma mère. « Maman, il y a un bébé qui pleure! Maman, il y a un bébé qui pleure !» Ma mère s'est assise, a entendu l'oreille et a dit « Mais oui, moi aussi je l'entends. » Nous sommes sortis de la chambre, ma mère m'a dit « Attends-moi ici », puis elle est descendue au premier palier, a ouvert la porte coulissante pour voir si cela venait de l'extérieur, mais non. Cela venait vraiment du sous-sol. Elle est remontée à l'étage avec moi, nous sommes allés dans ma chambre et elle s'est couchée avec moi en me prenant dans ses bras pour me rassurer. Je tremblais de tout mon corps, c'était incontrôlable. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Le phénomène a duré environ 1 heure au total. J'arrêtais de trembler et de claquer des dents, puis les pleurs reprenaient de plus belle, comme si l'entité prenait un malin plaisir à me terroriser. Mon beau-père ne nous a pas cru quand nous lui avons raconté le lendemain. Il disait « Cela devait sûrement être un chat qui miaule, ou un bébé dans le voisinage ». Ce fut la seule et unique fois que j'entendis ses pleurs. Environ 2 ans plus tard, j'avais 17 ans à ce moment-là. Un soir, je rentrais du travail, mes parents étaient partis pour une soirée. Je devais entrer par le garage. Face à la porte du garage, il y avait les escaliers, un qui menait vers le sous-sol et l'autre vers le premier étage. En entrant dans la maison, toutes les lumières étaient éteintes, l'obscurité totale. J'ai ressenti une terreur absolue. La noirceur était épaisse, enveloppante. Je ressentais une énergie démoniaque hyper puissante. C'était oppressant, terrorisant, maléfique. Encore aujourd'hui, juste le fait d'y penser, j'en ai des frissons dans le dos. J'ai couru chercher le téléphone sans fil pour ressortir aussi vite. J'ai appelé un copain pour qu'il vienne chez moi, jusqu'à ce que mes parents reviennent à la maison. Je lui ai tout raconté, j'ai raconté le tout à ma mère, elle était choquée. Bizarrement, les entités ont toujours fui ma mère. Quand elle est là, il ne se passe jamais rien. Elle les ressent, mais elle n'ose jamais se manifester ouvertement à elle. J'ai raconté toute mon histoire à un prof génial que j'avais à l'époque. Il nous avait déjà raconté avoir assisté à des exorcismes et à toutes sortes de phénomènes. C'était un historien qui avait beaucoup voyagé. Il m'a dit que l'entité s'était accrochée à moi et m'a conseillé un rituel pour que j'en sois débarrassée. Il m'a dit de dessiner l'entité telle que je me l'imaginais, d'écrire son nom sur un dessin, à l'endroit et à l'envers, et il avait remarqué mon pendentif et m'a dit « S'il vient de quelqu'un qui t'aime, c'est un peu comme une amulette pour toi. Trace le pentagone sur le dessin aussi. Une fois que tu as fait ça, brûle le dessin avec une bougie blanche en disant à l'entité que tu la chasses et qu'elle doit partir. » J'avais beaucoup trop peur de brûler le dessin moi-même, c'est donc ma mère qui l'a fait. Nous avons déménagé quelques mois plus tard, je vivais encore quelques phénomènes, mais beaucoup moins pires. Cela m'a suivi pendant des années. J'ai eu des manifestations dans tous les endroits où j'ai habité, surtout la maison où j'ai habité avec le père de ma fille. J'entendais des respirations, des bruits de pas dans les escaliers, des bruits de fracas, comme si on lançait des objets dans le sous-sol. Mais quand j'allais voir, rien n'avait bougé. Jusqu'au jour où j'ai quitté le père de ma fille qui était violent avec moi. Je me suis sauvée en abandonnant certaines de mes choses derrière moi. Les phénomènes se sont arrêtés là, à 22 ans. J'ai rêvé beaucoup de fois que j'étais dans le sous-sol où j'avais fait le rituel et que l'entité commençait à se matérialiser devant moi. Et je me réveillais au moment où j'allais la voir clairement. Elle se rapprochait et devenait de plus en plus claire à chaque fois. La morale de cette histoire est ne toucher jamais à la magie, au rituel, car vous pouvez attirer des choses terribles et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Ça va vous? Ouais, parce que moi ça va pas trop là. Merci infiniment pour ton histoire. Elle m'a troublée. En fait, je sais pas quoi te dire. Il y a tellement de détails. J'ai eu l'impression d'avoir vécu le truc avec toi. Dieu merci que tu sois débarrassée de ça. En tout cas, ce que tu as vécu, c'est horrible. Frère, tu as vécu un film d'horreur. Et encore une fois, mes pépites, ne jouez jamais, au grand jamais, à ces jeux-là. Rituels, je sais pas quoi, appeler les chétanes ou quoi. Non, comme elle a dit, Kat, vous ne voulez absolument pas ça, vraiment. Parce que vous pouvez attirer, mais vous ne voulez pas ça. Sur ce, mes petites pépites, voilà, ce serait d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça vous prend 10 secondes. S'il vous plaît, ne faites pas les creux, vraiment. Ça m'encourage, hein, d'accord? Sur ce, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Il y a des threads d'horreur tous les dimanches, donc des histoires d'horreur comme ça, vécues. C'est des histoires vraies, hein, vécues par mes abonnés que je vous raconte. Donc si tu kiffes ça, n'hésite pas à
t'abonner. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot aïe aïe aïe. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout et ne regarde surtout pas sous ton lit ce soir. Ciao. Ring around the rosy. É muita sorte, meu Deus! Ganhamos! Ganhamos, Rafinha! Finalmente! Ê, pô! Essa é boa, né? Esses caras são muito pamonho! Se ferrou, né? Comemora, vamos lá. Eu sei que tu estás cansada. Eu sei que tu estás cansada. Tá? Vem aqui que eu sei que tu estás cansada. Yes! Conseguimos! Claro, meu gato! Que parei de matar! Vai se ferrar, pô! Que isso? O cara chegou aqui me assustando. Ô, estúpido! É, tá de sacanagem, né? Que vitória foi essa? Ah, meu Deus! Mais uma coroa pra nós, Rafinha! Vamos lá! Que vitória foi essa no último segundo? Foi! Diz que 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 foi! 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 Aê! Pô! Eu não consegui, ficou! Fica de novo! Isso. E agora? Minha meta é acertar cogumelo na sua cara. Boa sorte! Quase, hein? Quase, ó, aqui, ó. Foi quase, hein? Ah! Não morre, não morre, não morre. Falta um só, falta um só. Falta um só, falta um só.